Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Moi aujourd'hui je vous propose d'embarquer pour un voyage au bout du serverless pour découvrir la brique essentielle qui est utilisée dans ces architectures, c'est la micro-VM. Donc je me présente brièvement parce que comme ça ce sera fait. Je m'appelle Mathis Joff, je suis actuellement étudiant en deuxième année à l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, bientôt troisième année. Je suis aussi apprenti ingénieur logiciel au sein d'OVH Cloud. Et je vais travailler cet été au sein de Forpass, d'où le t-shirt. Je suis le seul produit composé de cette entreprise. On va partir sur une petite définition. Je ne sais pas si pour ici, ça parle à du monde, la micro-VM et le serverless. Si c'est possible, au moins des gens qui utilisent du serverless, de me montrer à vue d'œil. Ok, donc pas mal de gens. Donc je vais aller assez vite sur cette présentation donc de la définition. C'est le moment là rouge, je ne vais pas vous assoupir à 17h30, hein, vous inquiétez pas. L'idée, c'était surtout de focuser sur 2-3 points. Surtout la partie essentielle, c'est la partie qui se concentre sur le développeur. L'idée, c'est de fournir un nouveau paradigme de développement et d'exécution pour les applications écrites par un développeur. On retire l'Ops globalement de l'équation dans l'entreprise du client et on rapatrie le travail de l'Ops chez le fournisseur de services. Donc c'est l'intérêt, c'est de gagner en vélocité, de permettre de développer plus vite et plus vite les applications, tout ce qui est code métier. Donc si on fait un peu de classification, on se retrouve en fait à avoir le serverless qui se trouve juste ici, qui permet de montrer que ce qui va être managé par le client, c'est majoritairement son application. Tout le reste sera fourni par le cloud provider, ce qui fait qu'il n'a plus aucune connaissance du serveur qu'il y a en dessous, d'où le nom serverless. On va retrouver aujourd'hui pas mal de produits qui sont sur l'étagère, comme Lambda pour tout ce qui est fonction as a service, donc le client écrit son bout de code, l'envoie auprès du fournisseur qui le rend disponible pour potentiellement des millions de clients. On va retrouver aussi le backend as a service comme Firebase, qui va permettre de fournir des backends, par exemple, pour des applications front-end, en définissant uniquement son modèle de données, et qui permettra de le requêter format CRUD avec des API en HTTP, donc en format REST ou autre. Donc pourquoi aujourd'hui on parle de micro-VM? C'est qu'il y a une adoption qui est massive du serverless. En 2022, Datadog ont fait donc une étude sur l'adoption du serverless et ils se sont rendus compte que plus de la moitié des entreprises qui utilisent du cloud aujourd'hui utilisent du serverless. Donc en fait, il y a une demande qui est croissante, qui est importante, et travaillant chez un cloud provider, moi ça m'intéressait de comprendre pourquoi. Quand on voit côté client, c'est assez évident, ça permet d'abstraire l'infrastructure, on va plus vite, on a du paiement à l'usage, donc sur le nombre d'appels qui sont réalisés, ou alors la durée d'exécution, ou un mix des deux, donc de nos applications. Mais côté cloud provider, en fait, ça apporte tout un tas de challenges. L'idée d'abord, ça va être l'exécution à la demande qui va être de type stateless. L'idée, ça va être de fournir une scalabilité qui est globalement infinie. Vous n'allez jamais avoir l'impression que ça peut s'arrêter, tout en fournissant des applications qui sont non concurrentes, donc sans état. À travers ça, on va retrouver aussi la question de rentabilité, qui est la question première quand on fait du service de ce type-là chez un cloud provider, c'est de densifier au maximum l'infrastructure. Donc d'offrir un certain niveau de service à tous ses clients, tout en diminuant l'empreinte que cela va générer sur l'infrastructure. Dans un dernier temps, il y a la question de la mutualisation, qui est en fait un enjeu aussi de sécurité, de dire que potentiellement du code de différents clients vont s'exécuter sur la même machine. Donc comment on répond à ces défis? Aujourd'hui, on connaît globalement deux types d'architecture. On va retrouver la virtualisation ou la conteneurisation. Le problème de la conteneurisation, dans un premier temps, ça va être la barrière trop fine que cela fournit en termes d'isolation. Quand on est dans un cas où on fait confiance au code qu'on exécute, ça ne pose pas de problème. Quand on ne connaît pas le code qu'on va exécuter, donc que c'est du code qui est apporté par un client, en fait, on prend un risque. Parce que le système hôte est partagé. Si on a une 0D dans le kernel, ça peut potentiellement créer une faille de sécurité assez importante et donc mettre en péril la résilience de notre service. Donc malgré tout, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est massivement adopté. En face, on a la virtualisation qui, elle, fournit de la sécurité parce que chaque système a son propre kernel. Mais par contre, le gros problème qu'on va avoir, en fait, c'est dans notre question de densification, ça va être l'empreinte mémoire qui va être générée par le fait de virtualiser, les ressources que ça va consommer en plus, et aussi le temps de démarrage qui peut être conséquent. Quand on parle de scalabilité, si on prend les chiffres de lambda, c'est potentiellement 1000 fonctions qui vont être schedulées en l'espace de moins d'une seconde. Donc on est obligé de démarrer vite, de répondre rapidement. L'idée, c'est d'exécuter rapidement du code client. Donc la question, c'est comment on arrive en fait à faire un entre-deux de ces deux technos qu'on a aujourd'hui sur l'étagère. On n'est pas les premiers à se poser la question. En 2017, on a Google
qui, pour Chrome OS, décide de créer CrossVM. L'idée, c'était de permettre de rendre l'usage d'applications Linux natif sur les Chromebooks. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des specs de Chromebook, c'est pas super puissant. Donc on va éviter de créer un overhead mémoire ultra important en fournissant ces applicatifs-là. De plus, quand vous cliquez sur votre application, vous ne voulez pas attendre potentiellement 10-15 secondes qu'elle démarre. Ça doit être réactif. Donc en 2017, eux créent CrossVM, qui appelle donc en fait des API de KVM écrits en Rust afin de démarrer des unités d'isolation pour démarrer des applications Linux. En 2018, AWS est très intéressé par ce qu'a fait, Google et décide de forker le projet afin de créer Firecracker. Eux, l'idée, c'était de répondre à leurs problématiques de lambda. Donc d'exécuter rapidement du code client tout en isolant pour eux des questions de sécurité interne. Et donc ils décident de forker ce projet-là, et en 2018, naît de tout ce travail entre ces deux géants de la tech, RustVMM. L'idée, c'est un ensemble de librairies en Rust qui permettent de créer des hyperviseurs qui vont permettre de gérer des micro-VM. Donc ça vous permet de créer un micro-VM Virtual Machine Monitor. L'idée, c'est d'utiliser l'API de KVM pour manager une ou plusieurs VM. C'est écrit en Rust, à l'aide de RustVMM. Ça minimise le nombre de devices qu'on virtualise, parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. Dans des cas comme par exemple Lambda, vous n'avez pas besoin de virtualiser potentiellement du PCI Express, ce genre de choses, d'avoir des devices un peu particuliers. Et puis, surtout, vous êtes capable de ne pas utiliser de bootloader. Ça, c'est une des grosses features super intéressantes. Ils se sont remarqués que dans la procédure standard de boot du kernel Linux 64 bits décompressé, il y avait une adresse mémoire qui était fixe et qui permettait de le charger et donc d'esquiver 3-4 étapes de boot et en plus de ne pas avoir besoin d'utiliser de bootloader. Donc ça permet d'aller extrêmement vite. En effet, on est capable de démarrer aujourd'hui, avec cette technologie-là, une VM en moins de 100 millisecondes. Sans compter le network, parce que là, on commence à partir sur potentiellement aller manipuler de l'IP table, et donc là, on prend un peu plus de temps. Mais ce qui est important à voir, c'est qu'on va extrêmement vite, parce qu'on a allé charcuter dans toutes les étapes de procédure de boot d'une VM traditionnelle pour isoler uniquement ce qui était essentiel pour ce type de service. Et donc, on réduit la surface d'attaque en virtualisant moins de devices, donc c'est cool, parce qu'on avait quand même ce souci d'isolation et de mutualisation. Et puis, on a une épreuve de mémoire qui est faible, parce qu'on va virtualiser le minimum de devices. Mais maintenant, la grosse question qu'on se pose, et que vous vous posez, ou je sais pas, mais peut-être que vous la posez, c'est « Ok, mais moi là, tu es en train de me présenter un runtime, mais comment je fais pour orchestrer tout ça ? Comment je fais pour déployer mes applications ? Moi, j'écris pas des applications pour des VM aujourd'hui. Ça se voit plus. Il y a peu de gens qui font des images Packer. Quelques-uns, mais c'est en train de se perdre. Et en plus, on a besoin d'orchestrer ces micro-VM-là, de fournir du service par-dessus pour qu'on puisse les utiliser comme on utiliserait des conteneurs. Donc pour ça, on va être obligé de parler d'un truc qui est essentiel. Donc dans Kubernetes, afin d'orchestrer ces micro-VM, c'est la Container Runtime Interface. C'est de comprendre en fait aujourd'hui que Kubernetes, lui, quand il va démarrer un conteneur, quand il démarre un pod, en fait, il ne le démarre pas lui-même. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler au travers d'une Container Runtime Interface un binaire, donc que ce soit contenerd, que ce soit d'autres runtimes. Il va appeler donc en gRPC ces services-là qui vont lui permettre d'aller orchestrer des workloads, donc d'aller chercher vos conteneurs, de les démarrer, de potentiellement gérer tout ce qui va être variable d'environnement et ce genre de choses. Et ça, c'est géré à l'aide de cette Container Runtime Interface. Et donc, si on arrive à mettre ça en place dans notre VM, en fait, on serait capable de les manager avec Kubernetes. Mais ça demande un peu d'ajustement. L'idée, c'est de se dire, en fait, si on a du conteneur à l'intérieur d'une VM, en fait, on est capable d'avoir un runtime de conteneur à qui causer. Donc, ça ressemble à une architecture qui est complètement tirée par les cheveux, mais en fait, ça marche super bien. L'idée, c'est de pouvoir dialoguer à travers un vSocket qui est monté donc au travers de l'hyperviseur, et de pouvoir appeler un agent qui est exécuté dans la VM, qui va lui être capable de démarrer des conteneurs avec un runtime de conteneur traditionnel. Donc, on vient de faire d'une pierre deux coups, parce qu'on a techniquement une Container Runtime Interface modulo la question de démarrage et d'extinction, qui là dépend de l'hyperviseur, mais on est capable d'aller mettre du conteneur à l'intérieur. Donc là, vous devez être à peu près comme ça, depuis le début.
en vous disant « Ok, on est parti sur un problème qui était extrêmement simple, comment j'exécute du code client rapidement tout en m'assurant une certaine sécurité, et on vient de faire une architecture qui a l'air extrêmement compliquée à mettre en place. » Mais en tout cas, c'est globalement aujourd'hui la seule solution qu'on a pour le faire, mais ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de solutions qui sont sur l'étagère. Et ça, on a envie de pouvoir s'appuyer dessus. Il y a une implémentation qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Kata Containers, qui est fournie comme un plugin contenerd et qui lui permet d'aller manipuler de la micro-VM au travers donc d'une container runtime interface. Et il est capable donc de se brancher nativement, potentiellement, avec du Kubernetes. Donc on est parti depuis le début sur un problème de je veux isoler, je veux exécuter rapidement du code client, à avoir la capacité de démarrer des applications sans avoir à demander à nos développeurs de changer leur manière de développer et de packager leur application, tout en permettant, nous, de pouvoir l'orchestrer. Parce que c'est quand même le plus gros intérêt derrière, quand on fournit un service potentiellement à des millions d'utilisateurs, on a envie que ce service-là, on puisse le manager avec des outils qu'on connaît bien, sachant qu'aujourd'hui, on a une adoption quand même qui est massive de Kubernetes. Donc maintenant, la dernière question, c'est OK, comment on se branche maintenant à Kubernetes? Et bien en fait, vu que Kata Containers, c'est un plugin contenerd, c'est une simple runtime class. Et donc en fait, on est parti d'un problème super compliqué, qui était extrêmement difficile à envisager une solution viable. C'est présent sur l'étagère, ça se déploie tout seul, c'est un kubectl apply. Et donc ça, c'est ce qui est vraiment cool avec la micro-VM, et c'est ce que je voulais aussi faire passer aujourd'hui comme message. C'est un mot qui peut faire peur, on est rentré dans des détails un peu techniques d'implémentation, mais en fait, aujourd'hui, on a tous les outils sur l'étagère pour pouvoir manager ce type d'infrastructure. Donc ce qui est cool, c'est qu'on est capable toujours de pouvoir mettre des conteneurs à côté de ces VM. Et ça vous permet, si potentiellement vous avez des injecteurs ou ce genre de choses qui sont des injecteurs dans lesquels vous avez confiance, qui sont par exemple potentiellement pour faire du service mesh entre vos applications avec du Istio, vous êtes capable de les utiliser et de les déployer. Vous êtes aussi capable d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont offertes par Kubernetes. Et ça, l'intérêt, c'est de pouvoir profiter du networking, des volumes, du scheduling et potentiellement d'outils comme Knative, ce qui permettrait d'avoir tout un système de type event-driven, donc avec du démarrage à la demande, à la volée, et donc de potentiellement avoir une plateforme de serverless out of the box avec des outils qui sont sur l'étagère. Par contre, là, on va parler du truc qui fait un peu grincer des dents, c'est la question des performances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, on avait dit qu'on voulait démarrer vite. Parce que le client, quand lui, on va utiliser par exemple des services comme Lambda, il veut potentiellement s'en servir comme back-end de site web. Et vous imaginez bien que demain, si vous êtes sur votre application, que vous mettez 10 secondes à charger une page, vous allez vite râler. Donc il faut que ça soit en dessous de la seconde. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'en cours d'exécution, les performances elles sont plus ou moins équivalentes. On n'a pas un overhead qui est si important lié à l'utilisation d'un hyperviseur et donc aussi du fait qu'on démarre du conteneur à l'intérieur d'une VM. L'empreinte mémoire, elle est quasiment donc, négligeable. Par contre, la grosse différence, ça va être le cold start. En fait, on met près de 2 secondes à démarrer. Donc vous imaginez bien que de démarrer en 2 secondes, plus d'exécuter après potentiellement le code du client, ça peut durer 3, 4, 5 secondes à répondre. Et on ne parle pas de JVM. Hein. Parce que là, ça met beaucoup plus de temps parce qu'il faut démarrer la JVM, par exemple. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que les micro-VM, elles sont très utiles pour être capables de sandboxer vos applications quand il y en a vraiment besoin. Quand je dis qu'il y en a vraiment besoin, c'est que n'allez pas mettre des micro-VM parce que c'est shiny. Si vous pouvez utiliser du conteneur, utilisez du conteneur, c'est beaucoup plus simple. Là, on fait pas mal de tweaks, c'est vraiment dans des cas d'usage très spécifiques. On est capable, mine de rien, de pouvoir donc mixer ces architectures-là pour des cas spécifiques, comme je disais. Et puis, en fait, réduire le temps de démarrage, c'est pas si trivial. Pour ça, on a des techniques. Potentiellement, la snapshot, si ça vous intéresse, moi, je peux vous en parler juste après, en question-réponse. L'idée, c'est de permettre d'accélérer en évitant d'avoir un call start, qui est une métrique assez importante. Donc, en tout cas, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis disponible.
Non. Non. Ah, je sais pas si... Au pire, tu répètes la question. Ouais, ok. Du coup, quelles sont les limitations en fait de la micro VM Test. Ouais. Ah, super. Quelles sont les limitations de la micro VM par rapport à un container? On sait qu'un container, par exemple, on ne va pas pouvoir exécuter n'importe quelle application. Il y a certaines applications qui ne sont pas dockerisables, par exemple. Alors que la VM, pour le coup, elle va émuler tout le système avec le kernel, Ouais. etc. Est-ce que, par exemple, pour une micro VM, les applications qui ne sont pas containerisables Conteneurisable. vont être vont pouvoir fonctionner avec la micro VM car il y a le kernel et etc. etc. Bah, potentiellement, tu as un environnement de virtualisation qui est plutôt traditionnel, même si c'est majoritairement du kernel Linux 64 bits. Donc, d'un autre côté, tu vas être limité par ça dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, c'est que vu qu'on va virtualiser moins de devices, on va surtout virtualiser toute la partie virtual. Potentiellement, si tu as certaines dépendances sur des devices physiques de ta machine, bah ça peut être un empêchement. Donc, c'est à tester. Nous, c'est vrai que c'est pas un cas d'usage où on a vraiment digué dedans. Et c'est un cas d'usage où aujourd'hui, on fait pas mal voilà, ce que je présentais, c'est-à-dire du conteneur à l'intérieur de ces micro-VM. Bah, dans des cas d'usage comme ça, bon, forcément, on ne peut pas passer par le conteneur parce que sinon, on reproduit le même problème au sein de notre machine virtuelle. Mais c'est vrai que ça peut permettre aussi, de manière très légère, ouais, de faire de la virtualisation dans ces cas-là. Après, c'est à voir les dépendances que tu as sur le système. Est-ce que tu as besoin, par exemple, potentiellement à un moment, je parlais de Windows Server, enfin pas dans la conf, mais à l'extérieur de Windows Server, bah, potentiellement, ça ne tourne pas, quoi. Donc, c'est... Ok, merci. Ouais, j'espère que j'ai répondu à la question. Un, deux. Ok, ça marche. Un peu plus trivial, mais je pensais purement au poids des micro-VM en termes d'espace de stockage. Ouais. Je sais que les conteneurs peuvent devenir très lourds si jamais on s'en occupe pas bien. Quid des micro-VM en termes de, on va dire, poids de départ, pénalité? Bah, il sera forcément plus important que celui que tu vas retrouver dans un conteneur parce que tu as le noyau, forcément, et le file system que tu as par-dessus, plus un agent. Donc si derrière tu déploies un conteneur à l'intérieur, c'est toujours le même truc, c'est que tu décales le problème. Après, c'est vrai que en termes de mémoire, généralement, quand on parle sur la partie serverless, tu vas pas avoir beaucoup de choses qui vont être écrites techniquement et qui vont rester dans le file system. Ça va être surtout la plupart des choses, tu vas essayer de les mettre au maximum en RAM. Donc en termes de taille, généralement, tu vas partager le même noyau pour tout le monde. Donc tu ne vas pas dupliquer potentiellement les environnements qui peuvent exister. Donc tu vas avoir un overhead qui va être de la taille d'un kernel plus de la taille d'un FS, d'un file system qui contient ton agent. Merci. Est-ce que je peux poser une autre question qui va avec? Du coup, tu viens de dire qu'il y a des éléments qui sont partagés entre toutes les instances de micro-VM. On a une notion un peu de layer comme sur les containers classiques? Non, pour réutiliser des mêmes parties entre les micro-VM? Tu vas pas pouvoir, en fait, tu vas avoir ton kernel Linux qui est des IP que tu vas pouvoir charger. Tu vas avoir ton FS qui va être du QCO, par exemple. Et ça, tu vas les monter tous les deux quand tu vas faire ta VM. Donc en fait, tu n'as pas de notion de layer comme tu pourrais retrouver dans du conteneur aujourd'hui. Tu vas pas pouvoir faire des optimisations de ce type-là. Tu as des optimisations quand on parle de snapshot, mais là, c'est parce qu'en fait, on va stocker la mémoire plus les adresses des pages mémoire à régénérer. Et donc là, tu as potentiellement de l'optimisation qui peut être intéressante et qui est en cours d'étude chez, par exemple, Amazon. Ok, merci. De rien. Merci. J'ai une question sur les images qui sont utilisées pour les micro-VM. Comment elles sont forgées et est-ce qu'on peut les customiser comme on peut le faire pour les containers? Sur les images de micro-VM, tu vas avoir donc toujours deux parties, un noyau, un file system. Donc tu as la capacité de recompiler ton noyau, très simplement. Parce qu'en fait, vu que c'est un plugin Containerd, lui, Containerd, il va aller chercher les fichiers que tu lui spécifies. Parce qu'il a tout un modèle de données qui permet de lui dire, voilà, quand tu démarres une micro-VM, tu démarres avec tel noyau et tel système de fichiers. Pour le système de fichiers, c'est généralement comme quand on fait un système de fichiers QCO ou sur des choses de type Proxmox, par exemple. Quand on veut créer un système de fichiers pour ensuite le partager entre nos VM, c'est la même procédure en fait, typiquement. Donc on n'a pas d'outils aujourd'hui, je dirais, très spécifique au monde de la micro-VM pour le faire. Si c'est ça la question
C'est toujours de compiler le noyau soit sur sa machine, soit dans une CI, et de compiler, enfin de créer le file system, soit dans une CI, soit sur sa machine en local. En tout cas, merci beaucoup.